Bonjour Jennifer Brousselas, merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. Nous sommes à Paris, au marché de la poésie, édition 41e édition, derrière le Saint-Sulpice. Aujourd'hui c'est 20 juin 2024. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, qui est Jennifer Brousselas? Bonjour. J'ai d'abord, en fait, dans mon plus jeune âge, on va dire, été attirée par la peinture, par une petite touche surréaliste, va-t-on dire, donc beaucoup de couleurs et des images. Et l'écriture est venue plus tardivement, alors ça a été d'abord par le théâtre. Et j'ai découvert la poésie assez tard. J'ai commencé à écrire un premier poème en 2015 et j'ai songé à publier seulement en 2018. Donc le lien entre toutes ces formes artistiques, je dirais c'est peut-être la couleur et l'image pour ce qui est de la poésie. Et pour le théâtre et la poésie, pour moi le point commun, ça serait la voix, une voix qui est livrée, donc parfois sans donc, le truchement d'un narrateur. Et sinon, par ailleurs, je suis prof de lettres en lycée. Voilà. Et quand tu as commencé à écrire? Quand j'ai commencé à écrire, alors ma première pièce, je pense que j'avais dans les 25 ans. Et donc plus jeune, je n'avais jamais songé à l'écriture en fait. C'est venu assez tardivement. Je n'avais pas du tout le projet de devenir écrivain. Et je pense avoir trouvé vraiment dans le genre poétique ma terre d'élection artistique. C'est-à-dire que je peins de moins en moins pour des questions de logistique, on va dire, et puis aussi de temps. Et l'écriture poétique me donne une richesse existentielle que j'ai pas dans les autres arts. Et premier poème, premier recueil publié, c'était quand? Alors, donc en 2018, j'ai commencé à publier beaucoup en revue, en anthologie. Et le premier recueil date de 2021, De souffle et d'éveil. C'était aux éditions Unicité. Et comment tu écris, composes, crées ta poésie? Est-ce que tu as une approche poétique? Alors l'émergence, en tout cas du premier poème, c'était un poème adressé, un poème amoureux, hein, c'est souvent ainsi que ça commence. Et après il y a eu un élan qui fait que j'ai dérivé vers autre chose. Aujourd'hui ma façon d'écrire, elle peut être un peu différente, c'est-à-dire qu'elle peut être tout simplement déclenchée. J'ai un créneau d'une heure, 2 heures et je me mets derrière l'ordinateur et je me dis on y va, voilà. Et l'inspiration surgit parfois facilement, parfois c'est du travail, ça tombe pas du ciel. Après avoir terminé le poème, est-ce que tu travailles sur le poème ou bien tu laisses tel quel est parce qu'il y a certains... Alors souvent en fait, ce qui est assez étrange, c'est que je peins très rapidement. Je peins à la peinture acrylique, donc contrairement à la peinture à l'huile, il n'y a pas vraiment de retouche possible. Je peins dans l'urgence. Par contre, j'écris un petit peu comme on peint à l'huile. C'est-à-dire que mon premier jet, généralement, est assez rapide. Mais après, je fonctionne par couches et je reviens. Au départ de l'écriture poétique, j'écrivais pas mal en audio, c'est-à-dire que je lançais mon premier jet, je m'enregistrais sur mon téléphone et je corrigeais ainsi parfois en marchant, donc disons que je retiens par cœur assez facilement ce que j'écris, donc à la voix je corrigeais. Et puis j'ai eu un petit épisode en fait, un passage par le slam, hein, donc qui est une forme de poésie orale plus populaire et performée. Et donc j'avais une sorte de rythme qui reste toujours, hein, mais donc je travaillais assez par l'audio, par la voix. Aujourd'hui, cette voix, en fait, je l'ai intériorisée, donc j'ai plus besoin de l'extérioriser, de m'entendre. Je sais ce que ça va donner, mais je fonctionne toujours. Voilà, un premier jet, je laisse un peu reposer, j'y reviens, et j'ai vraiment le souci du détail. Je peux pas laisser un poème sans qu'il me plaise parfaitement, enfin dans son imperfection, mais que je sois à peu près satisfaite. Et la peinture et la poésie, ce sont les deux voies différentes ou bien ils se croisent?
Je pense qu'il y a des correspondances. J'ai une peinture assez symbolique. Alors, je suis plutôt de la couleur que du trait, hein, mais il y a souvent des sortes de métaphores dans ma peinture. Et un goût peut-être pour des clins d'œil un peu mythiques, origine du monde, etc. Et je pense qu'on les retrouve dans ma poésie. J'aime beaucoup l'image, la métaphore aussi. Et il y a souvent des traces de mythes, alors qui n'existent pas forcément, hein, mais que je crée quelque chose qui touche au récit des origines, enfin de diverses origines. Et comment tu distingues une peinture d'un dessin? Alors pour moi le dessin c'est l'art du trait, donc ça peut être sans la couleur, c'est des gens en fait qui savent dessiner. Personnellement je considère que je ne sais pas dessiner, donc c'est vraiment des images qui viennent, alors parfois au fil d'un dessin imparfait, et c'est vraiment la couleur qui va créer. Donc je commence généralement d'une façon un petit peu surréaliste et je vois des formes apparaître et je vais tirer ces formes vers des images. C'est surtout le rôle de la couleur qui va les remplir, créer des enchevêtrements, des métaphores. Voilà, mais je suis plus de la couleur donc, que du trait, hein, encore une fois. Et les poètes, les artistes, les gens qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré? Alors j'aime beaucoup une poésie colorée, charnelle, hein, qui a le sens des images et du rythme, si bien que j'ai été attirée par les poètes de la négritude, Senghor, Césaire, alors aussi Saint John Perse, hein, pour le flux d'images et puis aussi pour cette mythologie hein, qui transparaît également chez Senghor. Et dans la poésie contemporaine, il est vrai que je ne suis pas forcément attirée par la poésie contemporaine française. Hein. J'ai évidemment un certain nombre d'exceptions. Mais là encore, j'aime bien des poésies qui ont gardé quelque chose de la pulsion vitale. Parfois, nous, on a une poésie en France assez trouée de silence, assez sobre, et parfois qui veut éviter un certain lyrisme. Et je sais que j'aime beaucoup aujourd'hui, par exemple, la poésie haïtienne, qui est riche d'images, de pulsations, de couleurs, de métaphores. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone? Alors, francophone n'est pas française, déjà. Et je trouve justement que la francophonie se distingue pas mal de la poésie française, à peu près pour les mêmes raisons que je viens de mentionner. Et donc, pour ce qui est de la poésie française, question difficile, j'ai tendance à y trouver un peu trop de silence. Alors certains diront que c'est le mystère propre à la poésie et qu'il est nécessaire, hein, Mozart les incluait aussi. Mais quand je vois sur la page, parfois, ce sont des vers vraiment très courts, hein, il y a quelque chose de presque décoratif sur une page où on a si peu de mots. C'est pas là que je vais spontanément. Et la place des femmes dans la poésie française? Oui, je trouve que ça évolue, qu'elles sont bien représentées. Et puis on le voit aussi, ne serait-ce qu'en termes de prix littéraires. Je ne dis pas qu'il y a un parfait équilibre, je n'en sais rien, j'ai pas vraiment regardé, mais en tout cas elles sont présentes. Elles sont présentes, elles sont lues. Et je ne pense pas qu'elles soient méprisées. Et on a des grands talents dans la poésie française actuelle. Moi, il y a des noms que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Aurélia Lassac, qui est chez Bruno Doucet. Alors, Caroline Boidet aussi chez Bruno Doucet. Et puis, il y a d'autres noms qui émergent dans des tas de maisons d'édition. Hein. On a les éditions Corlevour qui mettent beaucoup en avant des premiers recueils de jeunes femmes qui sont beaux. Hein. Bon, je peux citer encore d'autres noms, mais voilà, je trouve qu'il y a une présence féminine aujourd'hui. Et la traduction, surtout la traduction poétique, qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'elle doit être faite par des poètes.
toujours selon la même règle de la traduction, c'est-à-dire que l'atterrissage doit être fait dans la langue maternelle du traducteur, mais ça c'est une règle connue. Peut-être sauf en cas de bilinguisme parfait, je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Et c'est un travail qui doit être long, qui ne doit pas être fait rapidement. Alors l'avantage des poètes vivants, et c'est là aussi la tricherie qu'on peut faire, c'est que le traducteur peut entrer en dialogue quand même avec le poète. Après, à mon sens, quand il s'agit de poésie, les infidélités sont d'autant plus nécessaires. C'est-à-dire que le traducteur a bien sûr droit à sa part de création, parce qu'il y a des images ou des expressions qui vont absolument pas passer d'une langue à l'autre. Personnellement, j'ai fait l'expérience rarement de la traduction de ma propre poésie et c'est avéré que pour les traducteurs c'était très difficile, justement parce que j'ai une poésie qui peut être assez complexe, avec une intrication d'images qu'il était vraiment pas facile de rendre. Et j'ai eu la chance d'être en dialogue donc avec ces deux traducteurs. Donc c'était le poète argentin Pablo Urquiza pour un festival de poésie franco-argentin. Et puis Anas Aleli, un poète palestinien qui a traduit un passage en arabe donc de mon premier recueil pour une revue palestinienne. Et il y a passé beaucoup de temps. Et peut-être tu peux parler un petit peu de ton mari poète aussi. C'est être deux poètes sous le même toit. Oui. Quel effet qui crée? Quel effet ça fait? D'abord, il y a une stimulation, c'est-à-dire qu'on s'encourage à écrire parce qu'on sait l'un l'autre que si on écrit, ça donne tout simplement une hygiène de vie et qu'on va bien, que le moral peut un petit peu s'effriter si l'on n'écrit pas. Et ensuite, est-ce que c'est une chance? Je ne sais pas, mais il va de soi qu'il n'y a aucune rivalité. Je ne sais pas s'il y a des couples où ça existe, mais je pense que ça peut, pour des raisons qui tiennent, je l'espère, à nos personnalités respectives, mais aussi de façon objective, qui est qu'on n'écrit pas dans la même langue. Donc lui écrit en arabe, j'écris en français. Et nous n'avons pas du tout les mêmes styles non plus. Donc nos poésies ne sont absolument pas comparables. Donc Anas Aleli, Anas est plutôt du côté d'une sobriété, sa poésie, enfin il en parlerait mieux que moi, mais je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'affable, d'un humour ou d'une ironie parfois douloureuse. Peut-être dans un recueil qui va paraître où j'ai un petit peu d'humour. Ce que j'ai publié jusqu'à présent, il n'y a pas d'humour. Et tu viens très souvent au marché de la poésie. Depuis quand tu viens? Est-ce que tu peux donner toutes tes impressions? Du marché de la poésie, je trouve que c'est un moment très réjouissant et nécessaire, parce qu'évidemment, en tant que poète, il y a peu d'événements, peu de visibilité, et on se sent souvent assez seul. Et même dans l'année, aller à quelques lectures, c'est important de se rencontrer. L'avantage de cet événement aussi, c'est qu'il y a un public, alors on le sait que c'est peut-être plus le week-end aussi, mais un public qui n'est pas du tout poète, qui peut venir par curiosité, ce qui est quand même assez rare dans les événements de poésie. Et pour moi, c'est vraiment un événement ressourçant à ne pas rater, où se tissent souvent des liens, des rencontres imprévues, un peu au hasard des allées, et où on achète beaucoup aussi. Est-ce que la poésie, l'art est un besoin, une nécessité, une première nécessité pour les gens, pour les autres, quiconque? Pour toi, oui. Pour ceux qui ne sont pas artistes? C'est ça. Je dirais, est-ce que ça l'est pour tout le monde? Si ça l'était, les gens substituent. Peut-être ne le savent-ils pas et peut-être substituent-ils par autre chose. Je répondrai à l'inverse en prenant ce qui me concerne. Personnellement, je ne suis pas croyante, donc j'ai pas cette force existentielle qui me soutient dans la vie. Je suppose que c'est le cas de nombreux croyants. Et je sais que la poésie a remplacé la foi que je n'ai pas, que c'est une sorte de foi malgré tout. Alors,
ça serait absurde de dire que les gens croyants n'ont pas besoin d'art. Je ne sais pas où je vais. Mais après, chacun trouve sa forme. Est-ce que finalement, voilà, qui ne lit pas va regarder des films? Je pense qu'à un moment ou à un autre de notre vie, on est peut-être toujours touché, mais sans même savoir que c'est une forme d'art. Merci beaucoup, Jennifer. Il s'agit de mon dernier recueil, Il nous fallait un chant, qui est paru cette année donc aux éditions Obsidiane, dans la collection du Manteau et la Lyre, que dirige Nimrod, éditeur et poète tchadien, et qui vient donc de se voir lauréat du prix international de poésie francophone Yves Angol, à ma grande joie. Alors, comme on parlait tout à l'heure peut-être de mythes, de récits des origines, je vais lire un extrait de la deuxième section qui s'intitule « Fin de l'enfance ». Et il faut imaginer peut-être un rite initiatique d'un adolescent dans une culture et dans une époque qu'on ne connaît pas, qui tourne mal. Je l'ai fait précéder d'une citation de Bernard Noël. « Quand tombe le masque, c'est l'avenir, t'étend l'obscur. » Un grand vent palpite sec, nous happe or l'avant-vivre, ces vents du premier soir. Fin de l'enfance, fin d'un temps trop sûr, d'un temps de trop de blancheur. Sur nos corps, sevrés de sommeil, aux faces exsangues, aux membres fous de fatigue, s'éveillent soudain, comme pressés par des branchies immenses, nos griffant par saccades, le vent du premier soir. Enfin nos frères, dépouillés de l'ancienne tunique, s'offrent au prince de vie qui rêve à l'ombre rouge de ses yuccas. Comme un cheveu de druide par vent strident, l'intime kora au chant perdu crépite, mélodie feu de jeunes morts. Au berceau mémoire tronquée, coups au cœur, couronne jaune des deux yuccas, terre courbée fixe son hamac, défilé de cornes d'écailles. Pouvoir habile des bouches, des mains centenaires aux bras des pleureuses pleurant joies émaciées, et des fêtes à la maturité des grandes émacies. Victoire avide arrachée par la morsure de nos frères, victoire faite par l'habileté des bouches centenaires, et nos écumes jaillies d'entre nos cuisses qui se rejoignent, agglutinées, fondues à la terre. Nos voix fraîchement rauques se cabrent sur ce frais longtemps en nous, gardés de nous déjà rendus à la terre, comme sang pâle mi-séché, le sang la bave épaisse des bêtes mortes que leurs couteaux laissent poisseuses, tout éventrées. Alors le prince, notre guide de haut tronc, sans jambes, se dresse fier, à la seule force de ses bras ensemble, nous chutons ensemble, chacun comme deux yuccas tronqués, tenons ainsi très bas à mi-jambes, face au guide, notre prince de plus haut tronc. Quand ce soir premier, à genoux s'avance le dernier, né d'entre nous, de ses deux bras tendus au soir levé qu'il porte, le prince jusqu'à la grande table ouverte, des blessures d'avant nous. Et voici levé le prince sans jambes, qui se lève encore, debout, sur la seule force de mes bras, un seul corps assemblé sur mes genoux qui s'avance. La main droite du prince, notre pilote sans jambes, commence à galoper la grande table, tandis qu'il psalmodie syncope d'un iambe qui sonne un temps chaotique. Bientôt nous reconnaissons la langue inouïe au rythme mi-clos, la langue cheval échappé qui de nous ne fut jamais comprise, la langue étrange bouleversée qui de nous ne fut jamais apprise. La voix lance-pierre entr'ouverte se ferme à notre intelligence, et la parole imprévisible, au sens convulsif, aux rênes qui ne se laissent saisir, toute tonnante, toute flamboyante, la langue dénouée à elle-même rendue, qui digère par hoquet mystique ses anciens iambes, me perce quelque part et fait mes paupières boiteuses, mon regard tressaillir. Silence soudain dans la bouche clôturée du prince, tandis qu'un cercle tracé sur la grande table écarquille ses lèvres fines. À notre insu, nous donnerons sang à je ne sais quel message. De l'antique stylet du scribe, nous nous blessons l'index, suivons le chemin spiral cavale, la boucle indiquée du prince. Enfin, nos doigts savent les lettres à jamais incomprises, les lettres qui, dans leur suite, chevauchées s'entrecachent, dans leur opacité s'effacent.
et notre sang à notre insu pour je ne sais quel présage. Voilà l'alphabet enfoui que garde seul le prince notre guide. Voilà le cercle parfaitement rougi comme une nappe humide fait en festin de table. Et voici terre et voici mer accueillis en deux hémicycles, mer et terre en son sein. L'énorme truie éventrée, encore couverte de sa nature, ses lobes de terre tournent l'échine au visage de la truite. Son museau double vue évidé me laisse voir deux trous noirs, reste d'univers, regarde en verre. La truie couverte de ses lambeaux, ses lobes de terre, par son museau me fait vertige d'épilogue à la pointe fuseau de je ne sais quel univers. Et la truite immense lustrée comme œil d'armure, comme vêtue du plat de tant de lames agencées qui brillent, la truite belle a quitté l'odeur simple du fleuve, versé sa vivacité, son œil fugace. La truite belle, douce encore, ma truite belle, me couche, regard flasque de l'eau vaste, promesse en fuite. Alors le prince dit que le premier-né d'entre vous dépose à l'extérieur du cercle, sur la table, les corps des deux derniers enfants morts. De nos rangs, nous formons deux flux, comme une embouchure, et chacun tour à tour en le berçant, baise au front l'un des deux enfants, le baise au front en le perçant de son couteau, sans que le sang de vie ne s'écoule. Dans quel même rapide, dans quel même temps ramifié sommes-nous? Déjà trempé de nuit s'achève le premier soir. Aux autres la paix du sommeil, je retourne seule au seuil de terre, au dos du seuil, on l'a enfoui, mon enfant enfoui au-delà de son seuil. Toute beauté soit sur l'enfant mort. S'élever ma voix d'une inflexion inouïe, force ou faiblesse infléchie, imprévisible surrection. Je retourne la terre, j'exhume l'enfant que je porte, regard tendu au ciel par la seule force de mes bras, toute beauté soit sur l'enfant mort. J'emporte dans ma course son corps inattendu, que je couche à l'endroit même de ma couche, et à la hâte du couteau seul, encore je tue encore l'enfant mort en le berçant, encore le perçant de leur couteau qui laisse poisseuses les bêtes mortes, tout éventrées. Puis je contemple déjà trempé de nuit l'enfant mort sous l'achèvement du premier soir, l'enfant qui n'était pas une bête, l'enfant du rite percé de toutes parts. Et de percer à dépecer un seul pas rapide, à la hâte de mon couteau, insurrection pour trembler l'infection de mon bras, insurrection pour parachever le geste de ma main qui démérite toute beauté sur le mort déjà trempé de nuit. C'est achevé le premier soir. Je pense à la truite, à l'enfant, au yucca, à la langue du prince qui lancé quelque part m'a transpercée, et je laisse sortir de ma gorge un fort murmure que je veux puissant fantôme de ma mélodie poignardée. Arbre et terre retiennent dans le cargo creusé du ciel un grand poisson. Et d'où que viennent ces mots qui m'échappent d'un fin fond de moi qui m'attendait d'une mémoire ignorée, d'un autre chant, de la mémoire d'un autre. Je me les retourne, voudrais les emporter, qu'ils me portent, grand poisson, rouge d'âme, perdu à l'envers des larmes. Que la truite, le yucca et l'enfant qui n'est pas mien, que mes sœurs avec ma mère là-bas sous la pluie rose des larmes sur mes mains se retournent, me retiennent et veillent encore une fois, et que ce qui en moi demeure de moi me prête ultime oreille, ultime voix. À l'envers des larmes, sève et feuilles se souviennent, une seule origine évidée. Toujours elle m'a élevé disant mon fils quand tu seras homme, et j'ai laissé l'adieu de mes frères les plus petits dans l'attente joie de leur tour, et j'ai laissé son adieu qui étalait la boue sur les yeux fermés de mes sœurs, puis ma mère s'est bandé les yeux. Je veux les miens, grands ouverts, en quête des signes. Mes yeux se lèvent à la nuit, en quête des signes d'une mathématique future. Mes yeux se lèvent, j'y vois, ciel aveugle, ciel opaque, sans autre loi j'y vois, étendue noire, déjà loin du passé, noire absence étendue comme nuit sans avenir. Mes pas jouxtent la mer où j'ai dans l'autre temps baigné mon corps. Je fous le sable froid que j'ai connu, frais sable chaud, sec, mouillé. Je suis le flux immobile d'un immense sablier qu'on aurait deux fois éventré, répandu.
gisant sur le sol sous moi, la mesure du temps qui n'existe plus. Déjà trempé de la véritable nuit s'est achevé le premier soir. Sec, se réjouit, cœur mort, je sens s'effondrer en moi ma vie. Dos à dos de moi-même, me voici bientôt face, obscurément vide face à ma première nuit, sans étoiles et sans lune, nuit de la nuit véritable. Jouxtant la mer, je sais, les montagnes qui se joutent, s'ébranlent et qui dansent. Sous mes pieds, la caresse de la cendre, jouxtant les montagnes de sang de la mer, à la chevelure hirsute sanglante. Et sur mon cœur mort, sur le soir perdu, sur ma vie qui s'achève, se met à remuer comme l'oiseau nuit. La touffeur me griffe en par saccade. Dans ma gorge, la lave mugit, révolte sur la vie qui m'achève. Je sens en moi vengeance monter, naissante grandir, tourner, gutturale, râler, rugir. Et la mer sans mesure, où je baignerai mon corps nouveau. Et la mer dans son bain mouvant, m'éclaboussant, mer d'écume noire, au goût de sang. La mer seule m'offre ses signes, reculant ses barrières de sel, la mer m'appelle. Révolte sans mesure, la mer m'approuve, m'ouvre en pour, m'appeler vengeance sans mesure, œuvrer. Vers le bec de l'oiseau nuit se serre, par élan de tire d'aile, au nom des frères, de sacrifices à venir, au nom de la boue, sur les yeux fermés par le jour abattu, pour la fin du nom qui fut d'abord mien, vers seul amour restant de la mort, je ferai œuvre. Et dans l'achèvement du temps qui se signe, nuit de la nuit véritable, après les derniers mots que je saigne, les mots n'auront plus jamais place. Fin de l'enfance mauve, bleu sombre sur mon âme et neuve violence. Merci beaucoup Jennifer. Quinzaine d'années maintenant, je pense même voir une vingtaine d'années. Nous allons faire la remise du prix Van Gogh. Je vous laisse la parole. Merci. Allô? Vous m'entendez? Bonsoir à tous. Eh bien, écoutez, je suis ravie déjà d'être là. Je suis donc Nadine Albert-Roussin. Je suis présidente des Amis de la Fondation Yvan Eclair-Goll. Et comme donc à Saint-Dié-des-Vosges, une petite ville dans les Vosges, et nous avons donc eu la chance à Saint-Dié-des-Vosges d'hériter de la part de Claire Goll, qui était poète, tous les manuscrits, les ouvrages d'artistes, les œuvres d'art qui leur appartenaient, ainsi qu'à Yvan Goll, son époux, qui était un grand poète, qui est né en 1891 et mort en 1950, qui a appartenu au mouvement expressionniste ou au mouvement surréaliste. Et donc nous avons cette lourde mais très très belle tâche à Saint-Dié de faire la promotion de son œuvre. Donc je remercie aussi, nous sommes rattachés à la Fondation de France, puisqu'il y a une Fondation Goll qui existe, ainsi qu'une association, les Amis de la Fondation, qui assure finalement la production, la publication, les animations pour faire la promotion autour de l'œuvre de nos deux poètes. Ceci dit, donc comme tous les ans, cette année nous avons nous allons remettre notre prix. Et je tenais déjà à vous présenter les membres du jury qui se trouvent présents à mes côtés. Vous avez Constance Clore qui est à votre gauche, qui est poète, Béatrice Marchal, poète également, Jean-Baptiste Parra qui est sur ma droite, éditeur de la revue Europe et poète, et bien d'autres membres, mais qui malheureusement, pour des raisons géographiques ou personnelles, n'ont pu se déplacer aujourd'hui, mais qui s'associent à nous. Aujourd'hui, nous allons donc remettre ce prix, qui est quand même un prix important en poésie, il faut le noter. Il est de 3 000 € et nous sommes très fiers de le remettre à Jennifer Grousselat. Je vais présenter son ouvrage. Il nous fallait un chant édité aux éditions Obsidiane, dont l'éditeur Nimrod, qui est aussi la poète et qui nous a fait l'honneur aussi d'être présent à nos côtés. Je ne vais pas m'attarder davantage, je vais surtout laisser la parole à Jennifer, qui va vous lire des extraits de son ouvrage.
car je crois que c'est important d'entendre la poésie, de la lire certes, mais de l'entendre aussi. Très bien, merci beaucoup et bonne écoute. Alors je tenais à remercier évidemment tous les membres du jury de ce prix. C'est quelque chose pour un deuxième recueil de voir cette reconnaissance, surtout quand on sait le chemin parfois solitaire des jeunes poètes et je pense des poètes plus âgés aussi malheureusement. Voilà, et je suis attachée à ce lieu aussi. Alors je vais laisser la parole à la poésie en effet et vous lire tout simplement des extraits de ce recueil. Et je vais commencer par un passage qui a donné au recueil son titre, Il nous fallait un chant. Cela fait partie d'une section qui s'intitule Les bâtisseurs et que j'ai fait précéder d'une citation de Mahmoud Darwish que je vous lis. Car le lieu est apprêté pour accueillir le néant, conquête et reconquête, en un temps ancien qui remet à ce temps nouveau les clés de nos portes. Et que j'ai dédié à mon compagnon Anas Aleli, ici présent, qui est un poète palestinien et qui m'a fait la joie de traduire un bon passage en arabe pour une revue palestinienne. Il y eut longue suite de jours, suivis de jours de douceur diluvienne qui enchaînèrent nos pensées. La paresse vorace saisissait tout, pressant de son large pouce nos poings douloureux jusqu'à ôter l'ombre vague des hématomes sur nos corps au repos. La paresse, inoffensive, presque sainte, prit place, s'intronisa sur elle. Mais la nuit, nous rêvions. Puis il y eut un matin qui leva au dénouement. La roue des gorges se blesse, s'étourmente. La graisse des corps s'abrège au dénouement. Et les marques des genoux fondent les mots sans indiquer la page. Il n'y a rien à relire, juste un damier où des lampes allumées puis éteintes s'échangent, se mordent, se mangent même à dos d'âme. Encore notre grand pont, fatigué, cherche à conjuguer les deltas soyeux de ses plumes qui se fanent, puis tente de rabattre sa tête penchée par usure pour la nuit voyeuse. Ces temps profanes à reculons, les marque-pages des genoux suintent leur sang noir. La haute voltige des tresses sans tête, les tresses de tant de visages perdus, à repousser les arbres plus loin que la forêt, plus loin tout au bord des bouches de la source, tout ce qui reste attend l'heure exacte au tout de l'alignement, pour exaucer l'articulation sidérante hors les bouches, l'articulation sans mâchoire, sans dents, des sommes de pudeurs enfin déchaussées. Les cheveux seront dévoilés et nous nous dénouerons, épaules libres, au galop de nos 4 vents.